La physique des particules est l'étude des plus petits constituants de la matière et de leur interaction. Ces plus petits constituants sont appelés particules élémentaires parce qu'ils ne sont plus divisibles. Qu'entendons-nous par plus petit? À quelle taille faisons-nous référence? Faisons un zoom, une plongée dans la matière, en commençant à notre échelle, c'est-à-dire le mètre. Les plus petits objets que nous pouvons voir à l'œil nu sont par exemple les cheveux. Ils ont un diamètre d'environ 100 microns, soit un dixième de millimètre, soit encore un 10 millième de mètre, soit 10 exposant moins 4 mètres. Nous avons déjà fait un zoom d'un facteur 10 000 par rapport à notre image initiale représentant une personne. En zoomant d'un facteur 10 supplémentaire, nous voyons les cellules. Après un autre agrandissement d'un facteur 10, nous voyons apparaître les macrofibrilles. Les microfibrilles apparaissent après un agrandissement supplémentaire d'un facteur 100 et ont une taille d'environ 10 nanomètres. Ces microfibrilles sont elles-mêmes composées de fibrilles qui sont des chaînes de protéines. Les protéines, qui sont de grandes molécules ou macromolécules, ont une taille de quelques nanomètres. Vers un dixième de nanomètre, soit 100 picomètres, nous voyons apparaître les atomes. Les atomes sont donc 1 million de fois plus petits qu'un cheveu. Si nous agrandissons l'image d'un cheveu pour que les atomes soient visibles, c'est-à-dire qu'ils aient environ 1 mm de diamètre sur l'image, le cheveu aurait un diamètre de 1 million de millimètres, soit 1 km sur cette même photo. Nous avons donc zoomé d'un facteur 10 000 millions depuis le mètre, soit un facteur 10 exposant 10. La taille des atomes est donc de 10 moins 10 mètres, soit 100 picomètres. Cette taille des atomes peut être vue comme la taille du terrain de jeu des électrons. Les orbitales sont définies comme étant les zones où les électrons ont une certaine probabilité de se trouver. Les électrons sont de taille nulle. C'est ce que nous appelons des particules ponctuelles. L'électron est notre première particule élémentaire. Ce n'est pas le cas du noyau, même s'il est beaucoup plus petit que l'atome. Les noyaux mesurent quelques femtomètres à quelques dizaines de femtomètres. Le noyau est donc 10 000 fois plus petit que l'atome. Si le noyau a la taille d'une balle de tennis, les électrons se baladent à environ 1 km de cette balle. L'atome est donc principalement vide. Vous savez sans doute que le noyau est composé de protons et de neutrons, dont la taille est d'environ 1 femtomètre, soit 1 millionième de milliardième de millimètre, ou 10 exposant moins 15 mètres. Les protons et neutrons peuvent être vus comme des balles qui sont mises les unes contre les autres pour former le noyau. Les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires. Ils sont constitués de 3 quarks, 2 quarks up et 1 quark down pour le proton, 2 quarks down et 1 quark up pour le neutron. Les quarks sont, jusqu'à preuve du contraire, comme l'électron, des particules élémentaires, c'est-à-dire des particules ponctuelles qui n'ont pas de composants. Ils devraient donc être représentés par des points et non par des balles. Ce qui est petit. Alors on va commencer par comment voit-on de manière générale. Alors de manière générale, on a une onde électromagnétique qui vient frapper un objet, qui est réfléchi par cet objet et qui atteint notre œil, ce qui permet d'avoir une image. Alors la résolution avec laquelle on peut voir cette image est liée à la résolution directe de notre œil. On peut améliorer la situation en plaçant entre notre œil et l'objet des lentilles, soit avec une loupe, soit avec un microscope. Et ça va permettre d'agrandir l'image avant même qu'elle n'arrive à l'œil, ce qui va permettre d'avoir une meilleure résolution et pouvoir voir des choses qui sont plus petites. Maintenant, même ce système de lentilles a une limitation intrinsèque, puisque l'onde électromagnétique est effectivement une onde, et comme chaque onde, elle est accompagnée d'une longueur d'onde, entre guillemets, qui est la distance entre deux pics ou deux creux de l'onde. Et en fait, cette longueur d'onde est directement liée à la résolution qu'on peut obtenir avec cette onde, c'est-à-dire le plus petit objet qu'on va pouvoir observer avec une certaine onde. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation? Eh bien, la longueur d'onde, elle est liée à deux choses, la vitesse de l'onde et la fréquence de l'onde. Les ondes électromagnétiques, les ondes lumineuses, sont toutes de la lumière et voyagent toutes à la même vitesse, qui est la vitesse de la lumière. Et donc, si je veux améliorer ma longueur d'onde, ce que je dois faire,
c'est augmenter la fréquence qui va permettre de diminuer la longueur d'onde. Donc la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Ici le spectre des ondes électromagnétiques, en commençant par les petites longueurs d'onde et donc les grandes fréquences pour les rayons gamma. La longueur d'onde augmente jusqu'à arriver dans le spectre du visible, du violet jusqu'au rouge, avec des longueurs d'onde de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, et finalement elle augmente encore, passe la longueur du mètre et deviennent des ondes radio. On voit donc que la lumière visible ne permet pas de voir en dessous de 100 nanomètres et donc ne permet pas de voir nos particules élémentaires. On sait par ailleurs que l'énergie est directement proportionnelle à la fréquence et donc pour voir des petits objets, on a besoin d'aller à très haute énergie, d'où le second nom de la physique des particules qui est encore appelée la physique des hautes énergies, puisque pour voir ces particules, on a besoin de très hautes énergies. Grâce à ces hautes énergies, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs particules de matière. Il y a d'abord les quarks up et down que nous avons déjà vus, mais également d'autres quarks, les quarks charm, top, strange et bottom. Les quarks up, charm et top sont trois quarks qui sont identiques dans toutes leurs propriétés, à l'exception d'une, c'est leur masse. C'est exactement des copies entre guillemets du quark up, mais avec une masse légèrement plus élevée. De même, les trois quarks de type down, le strange, le bottom, ont toutes les mêmes propriétés à l'exception de leur masse qui est différente. Enfin, comme autre particule, nous avons ce que nous appelons les leptons, dans lequel on a l'électron que nous avons déjà croisé. De même, il y a deux copies plus lourdes de l'électron, le muon et le tau, qui à nouveau ont les mêmes propriétés que l'électron, si ce n'est que leur masse est plus élevée. Enfin, il existe les neutrinos, et on reviendra sur ces petits neutrinos un peu plus tard. À chacune des particules, nous devons ajouter une particule identique, mais ayant toutes les charges opposées, qu'on appelle une antiparticule. Par exemple, le up possède un anti-up et l'électron, dont l'antiparticule est la première antiparticule découverte, est appelé le positron, à la même masse mais à une charge plus 1 au lieu de moins 1 pour l'électron. Nous savons qu'il existe 12 particules de matière, cependant, seules 3 de ces particules forment les atomes et donc toute la matière en et autour de nous. La question qu'on peut se poser est donc, où a-t-on vu ces autres particules? Comment sait-on qu'elles existent? Et enfin, pourquoi elles ne sont plus présentes autour de nous? On a besoin d'une notion importante qui est la conservation d'énergie. Vous savez sans doute que l'énergie totale est conservée, la seule chose qui change, c'est la forme sous laquelle est cette énergie. Par exemple, ici, j'ai noté que l'énergie était la somme de l'énergie potentielle, mgh, et de l'énergie cinétique, 1/2 mv carré, avec v, la vitesse de la particule ou de l'objet. Alors si j'ai par exemple une balle à une hauteur de 1 mètre, avec une vitesse nulle, c'est-à-dire que je lâche la balle et que je la laisse tomber, je peux de cette manière utiliser la conservation de l'énergie pour savoir quelle sera la vitesse de la balle quand elle a une hauteur 0, c'est-à-dire que toute son énergie potentielle est devenue énergie cinétique. Depuis la relativité restreinte, on sait que cette expression n'est pas complète, dans le sens qu'il y a une forme d'énergie supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'énergie de masse, qui est donnée par cette fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré, avec c la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est un grand nombre, c'est 300 millions de mètres par seconde, ou encore 300 000 km par seconde. Et donc cette énergie de masse est en fait une énergie colossale. Si on a 1 kg de matière, elle a une énergie de masse de 90 millions de milliards de joules, soit l'équivalent d'énergie qu'on peut obtenir en brûlant 2 millions de tonnes de pétrole. Alors si je néglige la gravité, en fait l'énergie d'une particule, donc simplement son énergie de masse plus son énergie cinétique, est donnée par cette formule ici, E est égal à mc carré divisé par la racine de 1 moins v carré sur c carré. Alors si je fais une approximation et que je regarde au moment où la vitesse de ma particule est relativement petite, je peux approximer cette formule par la formule suivante qui est mc carré plus 1/2 mv carré plus des termes qui sont supprimés en v carré sur c carré. Donc je vois qu'effectivement, si la vitesse de la particule est petite par rapport à la vitesse de la lumière, je réobtiens l'énergie de masse plus l'énergie cinétique. L'énergie telle que donnée par la formule relativiste d'Einstein est que l'énergie augmente très fortement
lorsque la vitesse de la particule se rapproche de la vitesse de la lumière, beaucoup plus qu'avec la formule non relativiste, où l'énergie augmente simplement de manière quadratique avec la vitesse. L'avantage, c'est que par exemple ici, avec 95% de la vitesse de la lumière, ma particule a déjà une énergie qui peut être 3 fois celle de son énergie de masse. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette énergie cinétique en collisionnant deux particules et toute leur énergie cinétique va être transformée en énergie de masse qui va pouvoir me permettre de créer une ou plusieurs particules plus lourdes. À l'inverse, une particule lourde va pouvoir se désintégrer en particules plus légères, plus de l'énergie cinétique. Et donc, toutes les particules lourdes vont se désintégrer après un certain temps, alors que toutes mes particules légères, par contre, vont pouvoir rester dans mon environnement. Et ceci explique pourquoi on observe uniquement les particules les plus légères, les quarks up, down et l'électron, et pas leur version plus lourde. Après avoir vu la liste de toutes les particules qui constituent la matière autour de nous, on va maintenant s'intéresser à savoir comment elles interagissent entre elles. Et pour ça, on a besoin d'une nouvelle quantité qui est très importante, qui est l'impulsion ou la quantité de mouvement. Et en fait, vous avez un peu une notion intuitive de ce que c'est. Par exemple, lorsque vous regardez un canon qui va émettre un boulet. Et dans ce cas, on voit que le canon recule. Et ça, c'est une expression de la quantité de mouvement, parce que la quantité qui est conservée, ce n'est pas la vitesse, clairement, puisqu'au départ, les deux objets ont une vitesse nulle, et donc la somme de leur vitesse devrait être nulle. Or, on voit clairement que ce n'est pas le cas, puisque le boulet voyage beaucoup plus rapidement que le canon qui recule beaucoup plus lentement. Et donc, c'est une autre quantité qui est conservée, c'est ce qu'on appelle l'impulsion, ou la quantité de mouvement. Et en fait, c'est lié à la vitesse, mais c'est aussi proportionnel à la masse de l'objet. Et c'est pour ça que le canon qui est très lourd recule beaucoup moins que le boulet qui est moins lourd. Et donc, quand on multiplie les vitesses de chacun des objets par leur masse respective, à ce moment-là, on obtient deux quantités qui ont la même longueur, mais les directions exactement opposées. Et donc, si je fais maintenant la somme, tout simplement en mettant les flèches bout à bout l'une de l'autre, j'obtiens une flèche totale qui est nulle. Donc, je pars le long de la flèche rouge, je reviens le long de la flèche bleue, et donc effectivement, je n'ai rien fait du tout. Et donc, ma quantité de mouvement, après l'explosion qui a envoyé le boulet de canon, est la même qu'avant l'explosion où les deux objets sont au repos et donc ont une vitesse nulle. Donc ça, c'est la quantité qui est très importante. Et ici, je l'ai dessiné comme une flèche. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une grandeur vectorielle, c'est-à-dire que c'est un objet qui a une longueur et une direction. Donc c'est vraiment ce qu'on attend d'une flèche, entre guillemets. Alors nous pouvons confirmer l'importance de la direction dans le cas de l'impulsion en utilisant un cas par exemple en 2D ou en 3D. Donc ici, on va se contenter d'un cas en 2D du style collision de boule de billard, entre guillemets, où on a une balle qui arrive sur le côté avec une certaine vitesse et qui vient frapper une balle qui est au repos. Et on voit que l'impulsion, la quantité de mouvement que la balle a initialement, est transférée à la balle au repos en partie, mais également conservée en partie par la balle dans son état final. Donc on voit qu'elles ont deux vitesses différentes. Et si maintenant on s'intéresse simplement à ces impulsions et qu'on vient les placer les unes derrière les autres, on voit qu'effectivement, en faisant la somme, on obtient que la quantité de mouvement initiale, qui est seulement celle de la boule qui bouge puisque l'autre est nulle puisqu'elle est au repos, est égale à la somme des impulsions après la collision. Alors, vous ne devez pas me croire sur parole, vous pouvez faire le test. Vous avez peut-être déjà une idée intuitive avec les petites expériences qui étaient mentionnées par avant, mais vous pouvez faire le test aussi en vous mettant par exemple sur un skateboard et en lançant une balle. Et vous allez voir que votre recul augmente si la masse est plus importante. Donc si vous lancez une balle de tennis ou une balle de basket, vous n'obtiendrez pas la même chose. De même, vous allez voir que si vous lancez la balle plus ou moins fort, c'est-à-dire que la balle a plus ou moins de vitesse, votre recul va également augmenter. Alors pourquoi est-ce qu'on se met sur un skateboard? Tout simplement pour vous découpler de la Terre, parce que sinon si vous êtes attaché solidement à la Terre, vous allez voir le recul de toute la Terre, ce qui est très difficile à voir. Et donc on utilise un skateboard de cette manière avec les roues. Il y reste un peu de frottement, mais vous êtes principalement libre par rapport au sol et à la Terre en général. Donc la situation idéale, ce serait évidemment d'être complètement dans l'espace et de pouvoir s'envoyer une balle entre deux cosmonautes par exemple, mais évidemment c'est un peu moins possible de le faire pour monsieur tout le monde, entre guillemets, dans la vie de tous les jours.
Alors maintenant, revenons à nos interactions entre particules. Et donc, on voit une interaction en fait entre des particules de matière comme étant un échange d'une particule d'interaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mes deux bateaux qui représentent deux particules qui se baladent de gauche à droite. Et soudainement, une des particules va émettre un messager et l'envoyer à l'autre particule. Et en émettant ce messager, la particule initiale change sa quantité de mouvement et lorsque l'autre particule la reçoit, elle a également une modification de sa quantité de mouvement. Comme mentionné avant, les interactions sont causées par des échanges de particules, appelées bosons. Il y a 4 interactions de base: la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Allons les approfondir un par un. La gravitazione è tra con nous. Elle est responsable de la chute d'objets vers le centre de la Terre et de l'attraction entre les corps célestes. Depuis sa première formulation par Newton dans le XVIIe siècle, Einstein expliquait la gravitation comme une déformation de l'espace-temps, la structure de l'univers. Sa théorie est connue sous le nom de relativité générale. La physique n'a pas découvert des particules qui agissent comme médiateurs de la force de gravitation. La relativité générale ne fait pas partie de la physique des particules, et de nombreux efforts sont en cours pour l'inclure. L'électromagnétisme est également une interaction très connue. Elle est médiatisée par une particule sans masse, appelée photon. En raison de sa masse nulle, le photon a une portée infinie, c'est-à-dire qu'il peut également atteindre une distance infinie de sa source. Pense juste qu'il est très facile de lancer quelque chose qui est sans masse. L'électromagnétisme maintient les électrons autour des noyaux dans les atomes. Puisque les deux charges électriques sont presque toujours égales et opposées, la charge totale de l'atome est nulle. Le fait que les charges d'électrons et de noyaux sont séparées à l'intérieur des atomes peut générer des interactions dipolaires résiduelles qui maintiennent les atomes ensemble. Ces interactions sont moins intenses que celles électromagnétiques à l'intérieur des atomes, mais elles sont encore plus intenses que celles de gravitation. En fait, un pomme tombant d'un arbre s'arrête lorsqu'elle rencontre les atomes qui composent le sol. Les fermions qui ont une charge électrique peuvent interagir avec les photons. Les quarks up, charm et top ont une charge égale à 2 tiers. Les quarks down, strange et bottom non égale à moins 1 tiers. Dans les leptons, les charges d'électrons, muon et tau, sont moins 1. Les neutrinos ont une charge nulle. Les charges d'antiparticules ont un signe opposé à lesquelles des particules. L'interaction avec les photons ne change pas le saveur. Les particules sont du même type avant et après. Nous n'avons aucune expérience de l'interaction forte dans la vie de tous les jours, mais elle maintient les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons dans les noyaux atomiques. Elle est médiatisée par une particule appelée gluon. Les particules qui vivent cette interaction ont une charge qui est nommée de couleur, et qui peut être rouge, vert ou bleu. Cela ne signifie pas que les particules sont visibles à nos yeux avec ces couleurs, mais c'est juste une convention pour nommer les charges. L'interaction forte a une propriété que les autres forces n'ont pas. Elle est plus intense lorsque les charges de couleur sur lesquelles elle agit sont plus éloignées. Cela provoque le confinement des particules colorées, qui ne peuvent pas être libres, mais seulement dans un ensemble qui a couleur totale blanc. Cependant, cela n'a pas encore été prouvé. Même si les gluons ont une masse nulle, l'interaction forte a une portée très courte, à cause de le confinement. Elle n'agit qu'à l'intérieur des nucléons et juste autour d'eux. Son résidu, cependant, est plus fort que l'interaction électromagnétique et maintient les protons et les neutrons ensemble dans les noyaux des atomes. Seulement les quarks portent une charge de couleur, donc sont les seules particules qui peuvent interagir avec les gluons. Les charges des antiquarks sont nommées des anticouleurs et peuvent être anti-rouge, anti-vert et anti-bleu, selon la même convention. Comme l'électromagnétisme, l'interaction forte ne change pas le saveur des particules qui interagissent avec les gluons. L'interaction faible est à la base de la fusion nucléaire, qui produit de l'énergie dans le Soleil et qui permet la vie sur la Terre. Contrairement aux autres interactions, elle change le saveur des particules. Le contenu en particules est différent après et avant l'interaction. Cette interaction est responsable de la radioactivité. Par exemple, elle peut provoquer la transformation d'un neutron en proton, avec l'émission d'un électron et d'un neutrino. Ce processus est connu comme désintégration bêta, et les particules émises peuvent être très énergiques. L'interaction faible est médiatisée par les bosons Z et W. Contrairement aux photons et aux gluons, ils ont une masse non nulle, et c'est à cause de la portée limitée de cette interaction. Il est plus difficile de lancer un objet s'il est lourd. L'interaction faible peut transformer les quarks up, charm et top en quarks down, strange et bottom, et vice-versa. Mais les particules initiales et finales sont plus susceptibles d'être dans la même famille. Par exemple, il est plus probable qu'un quark up se tourne dans un quark down
que dans quark strange. Aussi, l'interaction faible est la seule force que les neutrinos ressentent. Elle peut les transformer dans un lepton, comme un électron, un muon ou un tau, et vice-versa. La transformation du proton en neutron, qui est à la base de la fusion nucléaire, est en conséquence du changement de type de quark en leur sein, causé par la force faible. Toutes nos interactions sont décrites par des échanges de particules, mais dans la théorie fondamentale, elles sont basées sur des symétries. Ces symétries sont très importantes, mais elles impliquent aussi que toutes les particules n'ont pas de masse, qu'elles doivent toutes avoir une masse qui est exactement nulle. C'est une bonne chose pour le photon qui a une masse nulle, pour le gluon qui a une masse nulle, mais c'est un problème par exemple pour les bosons de l'interaction faible, le W et le Z, qui eux sont massifs. C'est aussi un problème pour toutes les particules de matière, tous les fermions, les quarks, les leptons, qui également sont massifs. Alors si on brise cette symétrie sans faire attention, on rajoute un terme juste comme ça qui brise la symétrie. Si on la brise de manière ce qu'on appelle explicite, alors tous nos observables sont infinis. C'est-à-dire que dès qu'on va calculer une quantité, la probabilité d'avoir une certaine réaction, une certaine interaction entre deux particules, on va obtenir des infinis et on ne pourra pas avoir de prédiction. Donc ça casse complètement toute notre théorie, elle n'est plus du tout prédictive. La solution, c'est d'avoir une brisure spontanée de la symétrie. Alors qu'est-ce que c'est une brisure spontanée? Je vais prendre par exemple le cas ici où j'ai 3 points qui représentent 3 vies que je veux raccorder par un réseau routier. Et mon problème, c'est de faire le moins de routes possible, donc de construire le moins possible, d'avoir une longueur de route la plus petite possible. Et donc je cherche à relier ces 3 villes en ayant un minimum de routes. Alors évidemment, comme j'ai 3 villes qui sont exactement aux 3 coins d'un triangle équilatéral, j'ai une solution qui est parfaitement symétrique. Donc si je fais un tiers de tour, j'obtiens toujours la même chose. Alors, la solution, c'est d'avoir des routes qui partent de chacune des villes qui se rencontrent au centre de mon triangle. Et comme ça permet de minimiser la quantité de routes que je dois créer pour pouvoir relier les 3 villes ensemble. Alors on remarque que ma solution a la même symétrie que le problème, c'est-à-dire que si je fais un tiers de tour, à nouveau, je ne vois pas la différence, la solution est également symétrique. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je prends le même problème, mais cette fois-ci j'utilise 4 villes qui sont au sommet d'un carré, et à ce moment-là, à nouveau j'ai une symétrie qui est un quart de tour. Donc à chaque fois que je fais un quart de tour, je vois que je n'ai pas la différence par rapport à la situation précédente. Maintenant, si je veux construire des routes, la solution c'est celle-ci. Et donc on voit que la solution n'est plus symétrique parce que si maintenant je fais un quart de tour, je n'obtiens pas la même chose, je vois une ligne centrale qui est horizontale ou verticale. Donc la symétrie n'est pas respectée par la solution alors que le problème initial, lui, a cette symétrie. C'est ça qu'on appelle une brisure spontanée de la symétrie, c'est quand on fait une solution, quand on fait une minimisation, le minimum n'est pas symétrique comme la solution initiale. Maintenant, il y a quand même des propriétés à cette brisure spontanée. C'est par exemple, en utilisant la symétrie, dans une séance de quart de tour, on peut passer d'une solution à une autre, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a 2 solutions. Soit je peux faire la solution, entre guillemets, en H, ou soit la solution avec la barre au milieu, qui est, elle, verticale. Donc en utilisant la symétrie, je vais pouvoir passer d'une solution à l'autre. J'ai plusieurs solutions, et ces solutions ne respectent pas la symétrie initiale du problème. Ça, c'est la brisure concernant une symétrie. Et en utilisant cette brisure qui est plus gentille, on va pouvoir conserver les bonnes propriétés de la théorie et en même temps pouvoir donner des masses aux particules. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Higgs. Et on peut le voir aussi comme une balle qui serait une espèce de sommet d'un chapeau mexicain. Alors tant qu'elle est bien au sommet, entre guillemets, il y a effectivement une symétrie. Je peux tourner mon chapeau mexicain comme je veux, la situation est la même. Mais quand la balle va glisser et aller se mettre dans le creux du chapeau mexicain, effectivement, elle va choisir une direction. Et donc, la solution, le minimum, entre guillemets, de l'énergie potentielle de ma balle, n'est pas symétrique comme le problème initial. Et à nouveau, si j'utilise la symétrie, je vais pouvoir aller d'une solution à l'autre. Et toutes les solutions sont simplement toutes les positions de la balle dans le creux de mon chapeau mexicain. Alors cette brisure spontanée, pour expliquer les masses dans la physique des particules, est due à Brout, Engler et Higgs, qui ont proposé cette solution en utilisant la brisure spontanée, et qui implique qu'il y a une nouvelle particule en plus des particules qui existent déjà, qu'on a vu les particules de matière et les particules d'interaction.
Alors les nombres quantiques de cette nouvelle particule sont que ce boson a une charge nulle, donc il n'interagit pas de manière électromagnétique. Il n'a pas non plus de couleur, donc il est blanc, comme le lepton, entre guillemets. La seule chose qui n'est pas prédite par la théorie, c'est sa masse. Et c'est pour ça qu'au LHC, dans les expériences, on a commencé à chercher un peu partout à toutes les masses. Et il a fallu qu'on ait une masse qu'on puisse produire des particules de masse suffisamment importantes pour qu'on arrive finalement à créer ce boson de Higgs en 2012. Le de Higgs, en fait, on peut voir un peu comme une foule qui serait dispersée. Donc ce boson de Higgs est un peu, ce champ de Higgs est un peu partout dans l'espace. Et donc, à travers cette foule, il y a une personne qui va se présenter, qui va être une célébrité. Qu'est-ce qui va se passer quand il va essayer de traverser la foule? Et tout le monde va s'agglutiner autour de lui, va essayer d'interagir avec lui. Et en interagissant avec cette célébrité, on va ralentir sa propagation, ce qui est un peu l'effet que fait une masse. Une masse fait que le mouvement est moins facile. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec le mécanisme de Higgs. Il ralentit les particules, leur donne une masse en interagissant avec eux. Et donc, même si on ne connaît pas la masse du champ de Higgs, il y a une prédiction très claire, c'est que le boson de Higgs couple à toutes les particules proportionnellement à leur masse. Et on voit qu'effectivement c'est le cas. Les particules les plus lourdes, le top, qui est le quark le plus lourd, a effectivement le plus grand couplage au boson de Higgs. Et puis ce sont les bosons W et Z, donc les messagers de l'interaction faible, et puis d'autres particules plus légères. Et c'est vraiment les plus célèbres interagissent le plus. Donc le top, entre guillemets, si vous regardez par exemple Twitter comme mesure, ce serait Barack Obama qui est extrêmement célèbre. Ensuite, les bosons W et Z, ils sont à peu près un facteur 2 moins lourds et sont donc 2 fois moins célèbres. Ce serait par exemple Donald Trump. Si vous continuez à descendre, vous obtenez des particules qui sont à peu près encore une dizaine de fois moins célèbres, qui interagissent moins. Ce sont les particules, le quark bottom et le lepton tau, et ainsi de suite. On continue par descendre et finalement on se retrouve avec le Premier ministre luxembourgeois qui est encore environ un facteur 100 moins célèbre ou qui interagit 100 fois moins. Et donc tout ça forme notre modèle standard des particules. Donc c'est la théorie qui permet de décrire toutes les particules et toutes les interactions. Et vous voyez ici l'équation qui est donnée au milieu de la page, c'est l'expression de ce modèle standard. Et donc en une ligne, on peut expliquer toutes les particules qu'on voit autour de nous et toutes leurs interactions. Et c'est une théorie qui est basée à la fois sur la mécanique quantique et sur la relativité restreinte, qui va permettre de calculer toutes les interactions entre particules, c'est-à-dire ce qu'on appelle les processus de diffusion, donc c'est-à-dire qu'il y a des particules qui vont entrer en collision et ricocher, ou éventuellement créer d'autres particules, ou également tous les processus de désintégration. Donc par exemple, vous le verrez un peu plus tard, dans la partie expérimentale, au LHC, on fait des collisions de protons-protons. En fait, ce qui se passe dans ces collisions de protons, ce sont des quarks qui vont entrer en collision et qui vont pouvoir créer d'autres particules. Par exemple, on peut avoir un quark et un antiquark qui interagissent ensemble pour former un photon qui va former une paire d'électrons-positrons. Est-ce la fin de l'histoire? Est-ce que le modèle standard peut expliquer l'ensemble des phénomènes physiques qu'on observe? La réponse est non. Il y a beaucoup de questions ouvertes, de choses que le modèle standard ne peut pas expliquer, notamment l'origine des masses et de l'hierarchie entre les masses. Par exemple, le rapport entre les masses de l'électron et du top est le même que le rapport de masse entre une souris et un éléphant. On sait que dans le cas de la souris et de l'éléphant, que c'est dû au fait que la souris a beaucoup moins d'atomes qui la composent que l'éléphant, mais pour l'électron ou le top, ce sont deux particules élémentaires, c'est-à-dire qu'elles ont exactement la même composition. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui est nettement plus lourde que l'autre. C'est comme si vous aviez deux souris, entre guillemets, une avec la masse normale d'une souris, et la deuxième souris, qui aurait la même taille que la première, aurait la même masse qu'un éléphant. Une autre question, c'est le contenu de l'univers. Alors, je vous ai dit qu'on avait utilisé les quarks up, down et électrons pour décrire essentiellement tous les atomes et tout ce qu'on trouve autour de nous. C'est vrai que dans un environnement proche, si on regarde le contenu total de l'univers, on se rend compte qu'en fait, toute cette matière qu'on appelle ordinaire ne constitue que 5% de l'univers et que les 95% restants sont donnés par de l'énergie sombre et de la matière sombre dont on ne connaît pas l'origine ou la nature. Il y a le confinement également, qui n'est pas prouvé. On a mentionné également que la gravitation et la mécanique quantique ne savaient pas encore être combinées ensemble dans une théorie
qui englobe toute la physique. Et enfin, il y a beaucoup d'autres questions qui restent ouvertes et on espère que les expériences qui tournent pour le moment et collectent des données, ainsi que les expériences qui sont prévues pour dans le futur, pourront répondre à toutes ces questions.